Bonjour Gilles, je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours hors norme dans le monde des affaires. Alors, comment on passe de pompier à mania de l'immobilier? Merci de me recevoir dans vos magnifiques studios. En règle générale, l'immobilier augmente tout le temps. La preuve, depuis en 1900, 1000 euros ont été multipliés par 10 000. Ça ferait 10 millions d'euros. Une bonne affaire se fait à l'achat. Donc il faut trouver le bien déjà, il faut prospecter. Alors justement, comment on repère un bon investissement? L'immobilier, c'est un métier de tactique, de technique, et ça ne s'improvise pas. Il y a des personnes comme ça dans l'immobilier qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent et à cause d'un mauvais investissement qui ont tout perdu. Ah oui, c'est arrivé, j'en ai un en mémoire, il était archi-millionnaire, il avait plus de 100 millions d'euros. Voilà, dans quel état d'esprit doit-il être un entrepreneur dans l'immobilier? Alors c'est facile, c'est toujours avancer. Bonjour Gilles, je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours hors norme dans le monde des affaires. Et donc, tu es devenu un des plus grands propriétaires fonciers de France. Mais avant ça, tu étais sapeur-pompier. Alors, comment on passe de pompier à mania de l'immobilier? Audrey, tout d'abord, merci de me recevoir dans vos magnifiques studios. Et je vais faire en sorte de répondre à toutes vos questions dans l'ordre chronologique. Oh, mais c'est parfait alors. Comment on devient donc propriétaire foncier en sortant de sapeur-pompier de Paris? Écoutez, des gens qui sont propriétaires ont eu tous les métiers. Il n'y a pas que les pompiers. Tout Il y a à des fait. policiers qui ont également des biens immobiliers, des militaires, des gens dans le secteur civil, qui travaillent à la mairie, qui travaillent dans tous les secteurs économiques. Oui, En fait, parce que toi, en fait, c'est à 32 ans que tu as fait ton premier alors, je vous coupe. Oui. C'est à 33 ans et demi où j'étais en retraite, en fait. J'ai commencé à ce moment-là. Et c'est vrai que de devenir de sapeur-pompier, donc, à l'immobilier, je vois la question que vous vouliez réellement me poser maintenant, c'est que quand on est sapeur-pompier, naturellement, on n'envisage pas d'acheter parce qu'on est logé en caserne, on dort en caserne, j'avais un appartement de fonction, et de jour au lendemain, on se retrouve à la rue sans rien. Alors là, il faut être locataire, mais locataire, c'est très compliqué, il faut des fiches de paye importantes, et quand on est en retraite, on a une petite retraite, étant donné qu'on la prend à 33 ans, on a une demi-retraite, donc la moitié d'une retraite normale, du coup. Donc, la seule solution pour moi, j'avais 5 000 euros de côté, en moyenne à l'époque, c'était de trouver une banque qui prête l'argent pour acheter un bien immobilier, pour me loger, tout simplement. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par me loger. Incroyable. Et donc, tu es connu pour avoir une méthode vraiment minutieuse, vraiment très efficace. Donc, comment tu fais, voilà, pour avoir accès facilement à la propriété? On n'a jamais accès facilement à la propriété. Une bonne affaire se fait à l'achat. Donc, il faut trouver le bien déjà. Il faut prospecter. Eh bien, c'est très simple. J'ai fait un stage de réinsertion dans une agence immobilière et en 2 mois, j'ai tout appris. Et j'ai surtout appris quelque chose d'important. J'ai appris à prospecter. C'est-à-dire que j'ai appris à trouver des biens en dehors des sentiers battus. Alors, comment tu as fait? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le commun des mortels va sur les petits journaux, les gratuits, le PAP, seloger.com, que tout le monde connaît. Eh bien, moi, non. La prospection, c'est un métier de chasseur. C'est un métier d'une personne qui doit innover pour être en dehors des sentiers battus. Eh bien, par exemple, une prospection qui est drôle, intéressante, car quand on prospecte, il faut prospecter dans les endroits où on veut habiter, où on veut louer aussi. Eh bien, c'est par exemple le dimanche matin, quand toutes les agences immobilières sont fermées, c'est d'aller devant les vitrines, faire du lèche-vitrine, et de prendre des photos de toutes les affiches, et repérer les immeubles grâce aux photos. Incroyable. Étant donné qu'une agence immobilière, en principe, prend des mandats dans un rayon de 500 mètres autour d'elle, eh bien, ça vous permet de vous balader dans toutes les rues et de connaître tous les immeubles. Et tout à coup, ça vous fait plaisir, vous êtes un chasseur, paf, vous avez récupéré et repéré le bon immeuble où il y a un bien à vendre. Et là, vous allez donc automatiquement
Il y a une autre méthode après pour savoir qui est le propriétaire. Vous pouvez donc rentrer directement en contact avec lui et vous économisez déjà 7% sur l'achat. Donc, tu pars au feu. Les frais de notaire. Pas les frais de notaire, les frais d'agent immobilier. Je pars au feu, voilà, la première sonnerie, c'est le dimanche matin. C'est ça. Donc, comme quoi, ton métier de sapeur-pompier t'a donné peut-être aussi ça, d'être dans l'efficacité, savoir, voilà, il y a un moment de crise, hop, il faut y aller, il faut être prêt, en fait. Mais c'est tous les jours la crise quand on investit dans l'immobilier, il n'y a pas de répit. Comme je le disais, c'est même le dimanche. Vous voyez ? Et là, on peut trouver donc des biens avec des prix déjà différents, pour commencer, mais il y a d'autres techniques de prospection. J'en ai mis au point une trentaine, de façon à être le premier sur site. Voilà. Et j'ai trouvé la bonne technique, et c'est ce que j'apprends dans les cours de formation que je fais, de façon que les gens, les élèves, puissent faire comme moi et trouver les biens de la même manière. C'est ça, parce qu'après avoir justement été un exemple dans le domaine de l'immobilier, tu as décidé de devenir formateur et de créer en fait vraiment un système de formation pour les jeunes pour apprendre le métier. C'est ça, c'est un genre de club qui s'appelle gillegrim.com pour ceux qui veulent s'abonner. Et j'explique via des vidéos, etc. On peut me voir évidemment beaucoup plus facilement dans ces cas-là. Comment on fait pour investir, et je donne des conseils à ceux qui investissent naturellement, qui me téléphonent ou qui me laissent des messages pour résoudre leurs problèmes. Alors pour la prospection, par exemple des prospections que personne ne pense, allez voir un notaire. Le notaire, il s'occupe des successions, il a des biens à vendre. Allez voir un administrateur de biens. Un administrateur de biens connaît donc, il gère les immeubles, ou un syndic d'immeubles, ils savent qui sont les mauvais payeurs. Et on peut aller voir ces mauvais payeurs, leur dire, moi je vais vous payer vos travaux que vous avez en retard, mais par contre je vous achète l'appartement. Alors justement, comment on repère un bon investissement ? Eh bien, le bon investissement, c'est déjà un investissement où il y a de la clarté dans l'appartement, qui se situe dans un quartier où il y a un transport en commun à côté et où il y a toutes les commodités au niveau petit magasin de proximité. Ok. Et quelles sont à l'inverse les erreurs à éviter ? Alors, les erreurs à éviter, il n'y en a qu'une. C'est l'erreur coup de cœur. Ça vous plaît. Et non, vous êtes là pour louer. Vous n'êtes pas là pour que ça vous plaise à vous. Vous êtes là pour que ça plaise aux locataires que vous allez mettre en place. Et il ne faut pas faire l'erreur d'acheter quelque chose parce que c'est un coup de cœur qui vous plaît. Il faut tout calculer. L'immobilier, c'est un métier de tactique, de technique, et ça ne s'improvise pas. Ok, c'est vraiment un métier en fait de précision. Si on veut être vraiment performant, oui, il faut tout étudier, donc ça demande de la précision. Et en fait, tu as souvent dit que c'était avec ta persévérance et ta capacité d'adaptabilité que tu as fait ton succès. Quel conseil tu donnerais justement ? Alors, on peut appeler ça un succès, parce qu'il y en a eu, j'en ai acheté beaucoup. La première qualité à avoir, c'est la persévérance. Il ne faut jamais baisser les bras. Il y a des moments de doute, il y a des incidents en cours de route, vous n'avez pas votre prêt immobilier, par exemple, vous avez un locataire qui ne vous paye pas, vous avez une grosse fuite d'eau, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Les problèmes, soit on les règle, soit on les élimine. Ok. J'aime beaucoup ta manière de voir l'immobilier, quoi. C'est vraiment... Vous êtes très méthodique, en fait. Alors, parce qu'il faut de la méthode. Et c'est ce que m'a appris l'armée. Quand on est militaire, on est quelqu'un de méthodique, de droit, on est aux ordres pour commencer. Avant de commander, il faut savoir obéir. Donc, on apprend sur le terrain. Et on apprend, par exemple, le matin, à respecter le drapeau de sa patrie, à être à l'heure au garde à vous quand on est sorti du lit pour le rassemblement général, à être à l'heure pour la gymnastique. S'il y a 2 minutes de retard, c'est une catastrophe. Donc, je veux dire qu'on dit qu'être à l'heure, c'est la politesse des rois. Là, c'est la politesse des rois à chaque seconde. Bon, en tout cas, ça t'a beaucoup servi ensuite dans ton métier. Ça m'a discipliné, complètement. Et j'ai tellement vu de choses dans les sapeurs-pompiers, tellement été au contact de solutions à trouver dans vraiment le concret et la rapidité, parce que sans décision rapide, on peut perdre des vies humaines également,
que dans l'immobilier, j'ai fait pareil. J'ai pris des décisions rapides, mais calculées. C'est le secret. C'est un des secrets. Et quel est pour toi le meilleur investissement que tu as fait? Et peut-être, à l'inverse aussi, une erreur, avec le recul où tu te dis non, j'aurais pas dû faire cet investissement. Le meilleur investissement que j'ai fait, c'est un jour un notaire qui m'a appelé, qui avait une grosse succession. Il voulait quelqu'un de confiance qui puisse acheter un immeuble à un prix excessivement raisonnable à Gambetta, qui est un quartier du 20e arrondissement de Paris, qui était genre 1 200 € le mètre carré. Mais il y avait une parole à donner. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Et j'ai donné ma parole. Comme quoi, si j'achetais cet immeuble, je ne devais pas le revendre avant 15 ans, ni revendre un seul bien de l'immeuble, car la famille était très attachée à cet immeuble, qui vendait cet immeuble. C'était une succession, et le notaire ne voulait pas perdre la succession qui était très importante. Mais cet immeuble, c'était leur premier immeuble qu'ils avaient acheté il y a 50 ans, et ils y tenaient comme la prunelle de leurs yeux. Donc j'ai donné ma parole, j'ai acheté l'immeuble, et 15 ans plus tard, je l'avais payé 500 000 €, je l'ai vendu 2 500 000 €. Wow, bravo. Donc ça, on peut dire que c'est une affaire efficace, sympathique et qui rapporte de l'argent. La plus mauvaise affaire, je ne l'ai pas faite, mais j'ai failli la faire. Un jour, un marchand de biens, c'est moi qui le contacte, me dit « J'ai une super affaire dans le 18e arrondissement, rue de l'Orillon, je me rappelle très bien la rue, c'est maintenant un quartier chinois. On visite l'immeuble, 46 mètres carrés, genre 15 000 €, 2 fois rien. Il y avait des étais dedans l'immeuble. Il me dit « Ah, c'est rien du tout, il y a une fuite d'eau dans le voisin. » Voilà, bon, je dis ok, je pars en compromis, j'ai le prêt immobilier, et là, tout à coup, au bout de 2 mois, le notaire m'appelle, il me dit, écoutez, on a demandé les comptes au syndic, et le syndic nous a dit que l'immeuble était en interdiction d'habiter. Et oui, l'interdiction d'habiter n'est pas marquée dans l'Assemblée générale, si elle n'a pas eu lieu. Donc, si on n'en parle pas, on ne peut pas le savoir, et ce marchand de biens était au courant qu'il y avait une interdiction d'habiter, et là, c'était une catastrophe. Donc, on a rétabli l'équilibre, et donc, il a fait un protocole comme quoi il se dégageait donc de cette vente, et moi, je me dégageais de cet achat pour malversation. Et tu as évité la catastrophe. J'ai évité une catastrophe. Il y a des personnes comme ça dans l'immobilier qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent et à cause d'un mauvais investissement qui ont tout perdu. Ah oui, c'est arrivé, j'en ai un en mémoire, il était archimillionnaire, il avait plus de 100 millions d'euros. Et un jour, il m'a dit, tu vois, Gilles, maintenant, je suis en basket et j'ai même plus de carte bleue dans la rue. Il avait tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait investi beaucoup avec les banques et il n'avait pas mis de locataire en place pour pouvoir le revendre mieux, quoi, pour rendre les biens mieux. Il avait investi 100 millions d'euros de dette, donc. Mais seulement, il y a eu une crise, il y a eu la guerre du Golfe à l'époque. Plus personne n'achetait l'immobilier, et lui, il fallait qu'il rembourse le prêt immobilier. Comme il n'y avait pas de locataire à l'intérieur, personne ne pouvait l'aider. Il ne pouvait pas s'appuyer sur des loyers. Ah oui. Et s'il louait les biens immobiliers, il ne pouvait plus les vendre. Oh là là. C'était une catastrophe. La banque, au bout d'1 an et demi, l'a saisi, lui a même retiré sa carte bleue, et il a fallu qu'il reparte à zéro. Et il était multimillionnaire. Ah, c'est terrible, ça. En dette. Mais quand on est multimillionnaire en dette, comme lui, il l'était, un jour, la dette, elle est payée par le locataire qui rembourse la banque, en fait, quelque part, c'est ça. Et là, ça n'a pas été le cas. Ah, c'est terrible. Voici un exemple qui est très mauvais pour lui. Et donc, moi, ça m'a servi de leçon aussi. Je me suis dit, je ne ferai jamais ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je n'achèterai jamais des biens pour les laisser vides et les revendre tout de suite après. Je préfère acheter des biens plus petits, mettre un locataire dedans, que le loyer soit supérieur au remboursement bancaire, et ça roule tout seul. Ok. Ça, c'est important, ça. Tu viens de donner un conseil qui vaut de l'or. Il me semble, oui. Oui, vraiment. Parce que parfois, c'est vrai que dans l'immobilier, enfin, j'entends autour de moi, les gens parfois ne savent pas très bien est-ce qu'ils achètent grand, petit, est-ce que je retape pour essayer de vendre plus cher, est-ce que je mets un locataire, est-ce que j'achète déjà avec un locataire. Voilà, il y a plusieurs stratégies. Et parfois, on se rend compte que les personnes sont un petit peu perdues en ne sachant pas quelle est la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est celle qu'on adopte suivant l'endroit où on habite. Par exemple, si vous habitez Toulouse, il y a beaucoup d'étudiants. Donc la stratégie, c'est d'acheter les chambres d'étudiants. Si vous habitez une ville comme Bordeaux, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de 2 pièces et 3 pièces. On achète des 2 et 3 pièces. Mais attention,
à condition que le loyer soit toujours supérieur au remboursement bancaire. Et ça, il faut bien le calculer. C'est-à-dire qu'il faut avoir dans la tête l'état de conversion des intérêts d'emprunt. Oui, c'est ça, parce qu'il y a l'emprunt, puis il y a aussi toutes les autres charges qui vont s'ajouter. C'est le drame. C'est là où il faut être très réfléchi. Parce que vous venez de toucher la question la plus sensible d'un investissement immobilier. Ce sont les petites dépenses qu'on ne voit pas et qu'on ne fait pas attention. Mais on les voit à partir du 15 octobre, et là, ça fait mal. Quelles sont ces petites dépenses? Un ravalement qui n'était pas prévu, une cage d'escalier, une toiture à refaire. Eh ben, ce n'est pas le locataire qui va la payer. Là, c'est le propriétaire. Deuxième état, je peux faire un état également, vous avez des taxes foncières à payer. Si vous avez un immeuble entier, des taxes de balayage devant votre immeuble à payer, des taxes de sortie des poubelles, etc. Et ça, et l'assurance, par exemple, et la gestion, par exemple. Et ça, on ne fait pas attention à ça parce qu'on dit, oh, c'est petit, c'est 20 € à droite, 30 € à gauche. Mais oui, mais 20 plus 30, ça fait 50, plus 20, ça fait 70. Et là, vous passez sous la barre. Donc, il faut vraiment être précautionneux. Il faut être précautionneux. Et pour être précautionneux, il n'y a qu'une seule technique, à mon sens, envisageable. C'est d'être au courant de toutes les techniques de cash flow. Le cash flow, c'est la manière de produire de l'argent rapidement pour le mettre sur votre compte en banque, pour vous épauler en cas de problème et piocher dans ce petit trésor de guerre. Ça, c'est un très bon conseil. Et justement, dans l'état actuel de la France politique, économique, dans quel état d'esprit doit-il être un entrepreneur dans l'immobilier? Alors, c'est facile, c'est toujours avancer. C'est pas très compliqué. Quand on investit, on est là pour faire du patrimoine. L'immobilier augmente, il baisse un peu, mais c'est pas grave. En règle générale, l'immobilier augmente tout le temps. La preuve, depuis en 1900, 1000 € ont été multipliés par 10 000. Ça ferait 10 millions d'euros aujourd'hui. Donc, vous voyez, énorme. L'immobilier augmente tout le temps, tout le temps. Donc, c'est la valeur la plus sûre. C'est la valeur sûre parce que les gens ont besoin de se loger, ont besoin de dormir. Et ma foi, il n'y a pas d'autre solution, c'est la toile de tente ou c'est l'appartement. Exactement. Donc vraiment, investissez dans l'immobilier. Je le conseille. Oui. Et tous ceux qui m'ont suivi, vraiment, au bout de 10 ans, sont tous devenus millionnaires aujourd'hui. Quand je dis tous, c'est tous sans problème particulier. Bon, on va discuter, Gilles, après l'interview. Tu vas me donner plein de bons conseils en off. Et du coup, avec tes 30 ans d'expérience, donc là, tu nous as donné plein d'excellents conseils, mais est-ce que tu as vraiment si tu devais donner qu'un seul conseil pour réussir dans l'immobilier, quel serait-il? Probité. Il faut être clair dans sa tête. Il faut être honnête également. C'est vraiment le conseil de base. Un seul conseil dont je n'en ai donné qu'un. Ok, parfait. Je ne savais pas si tu allais étayer, mais tu as tout à fait raison, c'est ça. Donc l'honnêteté, savoir ce qu'on veut clairement, où on va. Absolument, mais si vous voulez d'autres conseils, je peux vous en donner. Et je peux même vous donner ce qu'il ne faut pas faire. Ah, je veux bien. Alors, en conseil, il faut, de la motivation, de la détermination, de la volonté, de la ténacité, il ne faut jamais abandonner, de la tactique, de la technique, de la discipline, de la précision, de la diplomatie également, de la résilience et beaucoup d'autres choses qui sont en fait des qualités. Comme la ponctualité, la pertinence, l'ordre, par exemple. Mais ce qu'il ne faut pas faire, il faut de l'énergie, de la témérité, également de la coordination, de la structure, de l'équilibre. Mais alors, ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est avoir des périodes d'anxiété, avoir des périodes où on baisse des bras d'impuissance. Il faut tout de suite se remettre en question, de l'impatience, se sentir avec une certaine dose de culpabilité, de la frustration, le manque de concentration également. Tout ça, il faut vraiment en prendre conscience et le zapper. Dès que la personne a un genre de sentiment de vide, il faut tout de suite se remettre en question, se dire comment ça se fait. Ok, je suis là, action, pour réussir, je ne suis pas là pour reculer.
Donc en fait, il faut vraiment avoir un mental de sportif, de Un grand mindset sportif. de sportif, sportif intellectuel et sportif pour de bon. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai visité plus de 8000 immeubles et plus de, sans doute, 20 000 appartements au total. On n'achète pas à tous les coups, on achète une fois sur 10, vous voyez, une fois sur 20, quelquefois. Je monte tous les étages à pied, je redescends à pied. On fait du sport tous les jours. Également, c'est ça aussi, ça en fait partie. C'est bien. Et avant d'arriver, par exemple, à un rendez-vous, s'il était programmé à 17h, moi, à 16h15, j'étais déjà sur place. J'étais déjà rentré dans l'immeuble, voir le paillasson, l'état des boîtes aux lettres, le nom du syndic, qu'est-ce qui était de vide, qu'est-ce qui n'était pas vide. J'avais fait la tournée de tout le quartier, voir tous les magasins. Et j'étais même rentré dans les magasins pour poser des questions. Mmh. Est-ce que vous savez pas? Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en faisant comme ça, souvent, vous trouvez un deuxième appartement à vendre. Systématiquement, par exemple, méthode de prospection, quand j'achète un appartement, que c'est fait, je vais me présenter au voisin et je dis, voilà, je viens me présenter, je m'appelle Monsieur Grimm, je suis votre nouveau voisin et j'emménage en temps de temps ou je mets un locataire dans temps de temps. Voilà, je voulais juste me présenter à vous. Et là, gentiment, je lui dis, mais vous n'êtes pas vendeur de votre appartement? Eh oui. Appartement mitoyen, on peut l'agrandir. Ça peut faire un super coup. Et ça m'est déjà arrivé d'acheter l'appartement d'à côté. Eh ben, une pierre deux coups. C'est exactement ça, Incroyable. Mais ça, c'est aussi un super conseil. par exemple. Donc, c'est vraiment... merci beaucoup, en tout cas, Gilles, parce que tous ces conseils d'immobilier, ça vaut vraiment de l'or, hein. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, voilà, toi qui es un homme d'action, un entrepreneur, un homme d'affaires, en dehors de l'immobilier, tu es aussi un grand collectionneur d'art. Et ça serait intéressant aussi que tu nous parles un petit peu de ta passion pour l'art et en quoi tu la vois aussi comme un entrepreneur. Alors, j'ai eu un livre de chevet quand j'étais enfant Mhm, qui s'appelait Tintin. mhm, Et Tintin, c'est un journaliste qui voyage dans le monde entier. mhm. Et naturellement, je rêvais, moi, de ces pays, de ces couleurs que je ne connaissais pas, dont je n'avais vraiment aucune possibilité de sortir de France. Je savais juste que ça existait dans ces livres. J'ai voulu connaître ces pays par la suite. Et j'ai commencé à voyager. Et là, j'ai vu des cultures différentes. J'ai vu des objets différents, fonctionnels. Et je me suis intéressé à l'art égyptien, parce que l'art égyptien a une certaine dose de magie, d'incompréhension, de mystère également. Mais je m'en suis tellement intéressé que je suis devenu un des spécialistes de l'art égyptien aujourd'hui, parce que j'ai pris des cours et j'ai collectionné vraiment des vrais objets égyptiens. J'ai eu jusqu'à 7-8 sarcophages à la maison, Waouh! des momies, j'ai eu vraiment des objets uniques. Et je me suis ensuite intéressé à l'art gréco-romain, qui est vraiment la suite, ensuite à l'art asiatique. Donc quand je voyage, j'ai l'œil qui est assez aguerri pour acheter quelques objets et créer une jolie collection. Et en plus, je vais souvent dans les salles des ventes, où je participe aux ventes, donc aux enchères, sur des objets rares. Incroyable. Et quel est le lien entre ta passion pour l'art et ta façon d'investir? Alors, je n'achète pas de l'art pour investir. J'achète de l'art pour le plaisir. Mais j'ai toujours l'œil attentif parce que tout a un prix. Il n'est pas non plus question de payer une pièce le double de ce qu'elle vaut. Donc il faut savoir aussi abandonner quelquefois. Et il faut savoir donc dire non. Surtout dans le jeu des enchères où on lève la main en permanence, il faut faire attention. Une main levée, ça veut dire j'augmente le prix. Il faut savoir baisser la main à certains moments et dire je le laisse. C'est une question de résilience, c'est une question d'effort sur soi-même. Un peu comme dans l'immobilier, il faut savoir dire non aussi sur certains achats. Il faut savoir être raisonnable et raisonner. Absolument. Et est-ce que donc tu parlais de ce livre de chevet quand tu étais enfant, et sinon par rapport au fait d'entreprendre de façon générale et d'investir, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré ou qui t'aide justement? Alors, pour investir dans les deux cas de figure, mais je peux vous citer quand même deux choses qui sont sympas. Mon livre de chevet, outre Tintin, quand j'étais enfant, quand j'avais vraiment 33 ans, c'était le Francis Lefebvre. Le Francis Lefebvre est un glossaire fiscal Mhm. je le lisais 2 heures, 1 heure par jour, tout le temps avant de dormir en tout cas, qui vous donne toutes les techniques d'investissement pour les impôts, les taxes à payer
etc., avec grande précision pour suivre la règle fiscale. Et dans le film que je vais vous dire, c'est un film qui a lieu sur l'immobilier, mais qui est très marrant, avec Michel Serrault, qui a été fait en 1972. Et je vous laisse deviner c'est quoi le titre. Immobilier. Non, Le Viager. Le Viager. Vous vous souvenez de cette histoire d'une famille de médecins qui achète donc un viager à un vieux monsieur qui fait le malade. Et 20 ans plus tard, il est toujours vivant. Et là, ils décident de s'en séparer, de l'éliminer. Et ils font plein de pièges et c'est eux qui tombent dans leurs propres pièges. Je connais pas le film, mais c'est très drôle. Par Michel Serrault, c'est très drôle, c'est très marrant. C'est une grande parodie immobilière et je conseille vraiment de regarder ce film parce que ça va vraiment bien vous détendre. Et d'ailleurs, le viager, est-ce que c'est un bon investissement ? Si on mise sur la mort, oui. Ça n'a jamais été mon cas. Moi, sauver ou périr, c'était mon acte de vie quand j'étais sapeur-pompier. Je ne vais pas miser sur la mort de quelqu'un pour m'enrichir. Mais il y en a qui le font. Et en effet, si on commence jeune, le viager, et qu'on achète des bons viagers avec donc un petit rendement locatif vide, il faut qu'il soit vide, quoi, le viager. Il faut qu'il soit libre. Il est certain, quand vous avez 25 ans, les gens, ils sont 70, 75 ans, 80 ans qui vendent, vous aurez 50 ans, c'est sûr que ça vous appartiendra, quoi. Mais le but du viager, c'est pas d'attendre 25 ans. Sinon, vous faites un prêt immobilier classique. Bien sûr. C'est d'attendre moins. C'est quand même particulier, le viager. C'est particulier, ce que je viens de vous dire. C'est une notion et un état d'esprit, moi, qui ne me convient pas personnellement. Je préfère avoir quelque chose de régulier, de bien calculé et de ne pas penser donc à mon locataire qui va mourir, quoi. Oui, c'est assez terrible. C'est en dehors de mes valeurs. Tout simplement, en dehors de mes valeurs. Donc je ne le fais pas, tout simplement. Voilà. Oui. Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est... Sans jugement pour ceux qui achètent, voilà. Font ce qu'ils veulent. Voilà, chacun voit les choses comme il veut. Exactement. Et du coup, alors Gilles, est-ce que tu as des projets futurs dans l'immobilier, des nouveaux investissements ? Mes projets futurs sont plutôt la vente. Actuellement, je désire réaliser une partie de mon patrimoine et le vendre. Et j'aimerais donc avoir un petit atelier d'artiste pour pouvoir peindre. J'aimerais avoir un petit peu plus de temps de libre et faire quelque chose d'artistique comme j'ai toujours fait avec l'archéologie et avec les œuvres d'art où j'ai une galerie également, hein. Mais par moi-même, ce coup-là. Je vais voir si je suis capable de faire quoi que ce soit. Et j'espère que oui. Eh bien, Gilles, tu es l'homme des 1000 talents. Comme quoi, être pompier ensuite amène à des tas de voies incroyables dans la vie parce que ça t'a donné un mindset, une vision de la vie, une éthique, une ligne directive en fait et qui t'amène à plein de métiers incroyables, dont l'immobilier qui est le principal, mais t'es un homme de passion en fait. C'est ça. Je suis un homme qui, quand j'étais enfant, je rêvais d'être sapeur-pompier. J'ai été sapeur-pompier, ça tombe bien. Après, je rêvais d'avoir un peu d'immobilier. Tous les Français rêvent d'avoir de l'immobilier d'ailleurs. J'ai eu de l'immobilier. Je rêvais d'avoir des jolies œuvres d'art. J'ai eu quelques jolies œuvres d'art. Ben voilà, ça me suffit. Je suis content comme ça. J'aime bien les bons restaurants également, etc. Ben voilà, je fais en sorte que ça se passe comme ça. Et j'aime bien voyager, partir un peu à l'aventure. Je trouve que c'est une vie complète pour moi et qui me suffit à moi-même déjà. Bah, formidable. Bah, écoute, merci beaucoup Gilles pour ton expérience passionnante du milieu de l'immobilier. Je te souhaite encore plein de belles choses, ton atelier d'artiste, de continuer tes investissements et d'aider justement les jeunes via tes vidéos à les former, à leur donner tous tes bons conseils pour réussir. Je te remercie beaucoup. Je vais revenir sur le point pour aider les jeunes, c'est important. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on ait des retraites plus tard. Et la retraite par capitalisation, il faut se la faire soi-même. Le retraité, c'est vraiment la personne sur qui on peut tirer, à vue. Facile. Il touche de l'argent sans travailler tous les mois par le gouvernement. On peut réduire, et ce n'est pas les gens de 80 ans qui vont aller faire la révolution dans la rue. Mais non. Donc, ce sont des gens fragiles, les retraités, quelque part. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut créer sa propre retraite. Et la manière facile de créer sa propre retraite, il y en a deux, en fait, voire trois. C'est d'acheter une pièce d'or tous les mois, et ce, pendant 40 ans. Pourquoi pas ? Vous en aurez 500 en finale, ça vaudra le prix que ça vaut, mais ça augmentera.
c'est de mettre de l'argent de côté, genre 200, 300 euros par mois, sur un compte d'assurance vie et d'attendre. Ou alors, c'est d'investir dans l'immobilier, où là, il y a un effet de levier, et la démultiplication se fait par 100. C'est énorme, C'est énorme. beaucoup, par 100. J'ai fait des investissements en 10 ans qui rapportent, et ceux qui me suivent, 1200%. Waouh, ça fait rêver. 1200% sur de l'argent qu'on n'a pas mis sur la table parce qu'on l'a emprunté, en plus. En plus, Donc, c'est gratuit. Et moi, avec 5000 euros, j'ai acquis plusieurs millions. c'est Et incroyable. très vite. Donc, j'apprends aux autres à le faire. Comme moi, et ceux qui me suivent réussissent. Bah écoutez, Gilles, merci pour tous ces conseils. Vraiment, là, on a envie on a envie de se lever et de se dire, allez, on y va, on investit Allez, dans dès qu'on a l'immobilier. fini l'émission, il fallait prospecter dans la rue. Exactement. Mais moi, j'ai toujours dit une chose, laissez-moi 30 minutes dans la rue et je ramène un appartement. Et si vous partez de ce principe-là, vous ramènerez également un bien à vendre. Waouh. Eh bien, écoutez, Gilles, je vous remercie beaucoup. C'était avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à nous suivre pour avoir nos prochaines vidéos et je vous dis à très vite.